Allez, vieille dame, bouge-toi. Rico poussa la vieille dame dans le dos, la faisant perdre l'équilibre et tomber maladroitement au sol, essayant en vain de se protéger avec ses mains. Ils écoutèrent le bruit de l'impact et les gémissements étouffés de la femme tombée. Arrêtez de gémir. De toute façon, personne ne t'entendra. On a perdu 2 jours à te traquer pour rien? Tu aurais dû réfléchir avant de décider de vivre seul aux abords de ce village maudit. Arrête de jacasser, idiot. On n'a pas beaucoup de temps. Trouvons l'argent. Et qu'avons-nous ici? Personne ne viendra la chercher. Heureusement que les rats ne la dévorent pas avant que les voisins se souviennent de son existence. Que me voulez-vous? Je n'ai ni argent ni objet de valeur. La femme gémit plaintivement, essayant vainement de se lever. Oh, allez, épargne-moi. Les vieilles mégères cupides comme toi ont toujours quelques centaines de dollars de côté. Et c'est tout ce dont nous avons besoin pour l'instant. On ne peut pas vivre ici, de toute façon. Soudain, les 2 assaillants entendirent un étrange bruissement venant de derrière le mur. Il s'avéra qu'il y avait une petite pièce qu'ils n'avaient pas remarquée auparavant. Regardant dans la pénombre, ils se figèrent d'horreur lorsque le canon d'un fusil surgit de l'ombre, pointé sur eux. Qui aurait cru que la vieille femme solitaire aurait un protecteur? Rico et Carlos ne pillaient pas les petites villes et les villages pour rien. Après leur évasion de prison, ils étaient recherchés par la police. Apparemment, ils n'étaient pas très actifs, car ils avaient perpétré plusieurs attentats. Cette fois, ils décidèrent de visiter quelques villages proches de la ville de Kalmali. La population de la ville ne dépassait pas 4000 habitants, et dans les villages environnants, on n'en comptait parfois que quelques dizaines. La police et la justice étaient des luxes depuis longtemps oubliés dans ces régions. Les habitants, pour la plupart âgés et solitaires, vivaient isolés, peu soucieux de la vie de leurs voisins. La vieille dame Martinez n'attirait pas l'attention. Elle apparaissait rarement, même au magasin du coin, se débrouillant avec les moyens du bord. Une fois par mois, un vieux pick-up s'arrêtait près de chez elle pour l'emmener en ville. Le chauffeur, un simple ouvrier de Kalmali, était soit une vieille connaissance des vieilles dames, soit un parent éloigné. Il considérait comme son devoir d'aider occasionnellement la femme à acheter des provisions, des médicaments et autres produits de première nécessité. Kalmali était l'un des plus petits villages du pays, ce qui, en nahuatl, signifiait littéralement maison de l'autre côté de la rivière. La population était principalement composée d'autochtones mexicains, mais on y trouvait aussi des métis. Grâce à sa riche histoire, Kalmali était considéré comme un centre culturel et religieux majeur. De magnifiques processions festives y étaient organisées, auxquelles participaient non seulement les habitants de la ville, mais aussi ceux des villages et villages voisins. Les habitants adoraient particulièrement le jour des morts et le jour du souvenir du saint le plus vénéré de Kalmali, San Marcos. Donna Martinez adorait les fêtes. Avec son mari et sa fille, elle les préparait à l'avance, tentant de surprendre ses voisins avec des décorations et des costumes raffinés. Quand ils étaient jeunes, la vie semblait bien plus simple et heureuse. Le mari de Donna Martinez, Raoul, était policier, mais après la fermeture du commissariat, il a réussi à joindre les 2 bouts grâce à des petits boulots. Il a même essayé de travailler comme berger et bûcheron. Il mourut dans un de ces accidents forestiers, laissant sa femme seule avec leur fille adolescente. Donna Martinez ne se remaria jamais, restant fidèle à son mari bien-aimé pour toujours. Bien que consciente des faibles perspectives de vie heureuse et sûre dans ce village en déclin, elle n'osa jamais partir avec la majorité. Elle vivait dans le village depuis des décennies. Autrefois, la vie y était animée. La construction d'une grande autoroute devant traverser tout l'état d'Hidalgo a attiré de nombreux jeunes au village, où ils se sont rencontrés, ont fondé une famille et ont décidé de s'y installer. Cependant, la construction a finalement été interrompue et trouver un autre emploi s'est avéré très difficile. Les habitants ont donc décidé de partir et de chercher le bonheur dans les grandes villes. La fille de Donna Martinez, Elena, a également décidé de déménager avec tout le monde. Une décision difficile pour elle. « Ma fille, ne pars pas. Tu sais que je ne m'en sortirai pas seule ici. » « Je vieillis, » supplia sa mère. « Maman, je ne survivrai pas dans cette ville. Je ne trouve pas de travail et on ne peut pas vivre des aides sociales. De plus, Miguel a besoin d'argent. Je vais partir,
Trouver un travail et t'envoyer de l'argent, répondit Elena. J'ai peur de te laisser partir. Les grandes villes sont synonymes de gros problèmes, dit sa mère avec inquiétude. On m'a trouvé des ennuis, même dans cette petite ville, remarqua tristement Elena. Elena était l'une des plus belles filles. La fierté de ses parents, l'envie de ses voisins. Malheureusement, sa beauté lui a joué un mauvais tour. Un des chefs de chantier l'a remarqué. Il a commencé à la complimenter et à l'inviter à des rendez-vous. Au début, la jeune fille, élevée dans une famille catholique stricte, tenta de maintenir une communication cordiale. Mais l'homme insista tellement, lui promettant le mariage, qu'elle céda. La grossesse en résulta, ce qui mit l'homme en colère. « Tu es fou. Pourquoi as-tu fait ça ? Tu voulais me gâcher la vie, cria-t-il. Moi ? Eh bien, les enfants n'apparaissent pas comme par magie. Et comment vais-je ruiner ta vie ? Tu voulais m'épouser, rétorqua la jeune fille. À la lueur malicieuse de l'homme, la jeune fille comprit que ce n'était qu'un prétexte pour la soumettre et oublier honneur et éducation. Fais ce que tu veux, mais ce salaud ne devrait pas naître, siffla-t-il en saisissant la jeune fille par le cou si fort que sa colonne vertébrale faillit se briser. Mais tu m'aimais, tenta la jeune fille désespérée de faire appel à la raison de son amant. Idiot, qui aimerait un mendiant du village comme toi ? J'ai une femme en ville, issue d'une famille riche. La jeune fille se souvenait à peine comment elle était rentrée chez elle. Une seule pensée lui traversa l'esprit, mettre fin à ses jours pour que personne ne connaisse sa honte. Oh, père, quelle chance tu as de ne pas avoir vécu assez longtemps pour voir cette heure sombre, implora-t-elle le ciel en larmes. Pendant plusieurs jours, la jeune fille ne put se résoudre à raconter à sa mère les ennuis qu'elle traversait. Malheureusement, le père de son enfant s'est avéré être encore pire qu'elle ne le pensait. Il a répandu la rumeur selon laquelle Elena gagnait de l'argent en fournissant des services spéciaux à ses employés. Et maintenant, elle était enceinte. Imaginez. Cette traînée ne sait même pas qui est le père de son enfant. Elle est venue me voir pour réclamer justice et forcer un de mes fils à l'épouser. Il a ri, répandant ces rumeurs inventées à tous les coins de rue. Comme il n'y avait jamais eu de mauvaises rumeurs à son sujet, la plupart des gens ne croyaient pas aux histoires de la nouvelle venue. Qu'est-ce que tu inventes ? Elena est la fille d'une personne respectable et honnête. Sa mère est une catholique fervente. Ils élevèrent leur fille dans la modestie et la décence. Cependant, certains crurent rapidement aux rumeurs, les racontant et y ajoutant leurs propres détails. Lorsque ces rumeurs obscènes parvinrent à Donna Martinez, elle eut l'impression que la terre s'était ouverte sous ses pieds et que le ciel s'était assombri. Son premier réflexe fut de faire taire tous ceux qui colportaient des ragots sur sa fille, mais il fallait d'abord lui demander s'il y avait une once de vérité. « Ma fille, dis-moi, quels ragots ignobles les commères du village racontent-elles sur toi ?» demanda la mère d'un ton sévère. Elena fondit en larmes et se jeta à ses pieds, avouant avoir rencontré un inconnu et lui avoir même accordé trop d'attention. Ainsi, tout n'est pas faux dans ces rumeurs. Maman, il a juré qu'il m'aimait. Il m'a demandé en mariage. Je lui ai fait confiance. Mais tu aurais dû faire confiance à Dieu. Combien de fois t'ai-je dit que l'homme ne pouvait te voir nu que lorsque le pasteur te mariait à l'église ? Donna Martinez n'était pas en colère contre sa fille. Elle était déçue. Elena n'était pas la première à se retrouver dans une telle situation, mais elle pensait avoir bien élevé sa fille. Là, allons-y. Tu ne bougeras pas avant la naissance du bébé. Inutile de laisser les voisins s'agiter et scruter la façon dont tu portes les traces de ta honte. Et puis, nous trouverons une bonne famille pour le bébé. Mais maman, c'est mon enfant, qui a été conçu dans le péché. Je suis une femme honnête et je ne permettrai pas cela, dit la mère d'un ton sévère. Elena savait qu'il était inutile de discuter avec sa mère, alors elle se soumit silencieusement. Cependant, son ancien amant refusa la situation. Il ne comptait pas se contenter de diffamer la jeune fille. Il voulait que l'enfant ne naisse pas, et il prit une décision cruelle. À sa demande, 2 subordonnés peu intègres devaient retrouver Elena et s'assurer qu'elle perde le bébé. Comme la mère ne laissait pas sortir la fille, c'était très difficile. Mais un jour, Elena elle-même leur donna l'occasion de mettre leur plan à exécution. « Maman, est-ce que je peux au moins sortir me promener le soir ?
J'ai le vertige à force de rester enfermée entre ces 4 murs. Tu aurais dû y penser plus tôt. Et maintenant que ton ventre grossit, ne te plains pas. Mais personne ne me remarquera. Nous habitons en périphérie. Je sortirai tranquillement, me promènerai en montagne. Personne ne me verra. J'essaie de te redorer le blason. Je dis à tout le monde que tu es parti étudier. À quoi bon étudier si on te voit déambuler au village avec un ventre rond? Mais mon ventre est petit. Je m'habillerai de façon à ce que personne ne le remarque. Tu accoucheras dans 3 mois, et tu pourras ensuite te promener autant que tu veux. Je dois partir en ville demain pour organiser une adoption. Il semblerait que nous ayons trouvé une famille qui lui convient. S'il change d'avis, le refuge Oli Marty accepte ses enfants. Un refuge? Non. Maman, s'il te plaît. C'est ton petit-fils. Je serais heureuse pour lui s'il naissait dans le mariage. Ton père et moi n'avons pas eu d'enfants depuis de nombreuses années. Le Seigneur nous a bénis avec toi alors que nous étions presque désespérés. Je t'ai donné naissance à 43 ans et j'ai tout fait pour que tu grandisses dans une famille heureuse. Alors ne me dites pas ce que je dois faire de cet enfant. Comprenant que sa mère ne pouvait être convaincue, Elena décida de quitter la maison cette nuit-là. C'était exactement ce qu'attendaient les voyous engagés par son amant, qui surveillait la maison de Donna Martinez. Elena avait à peine parcouru une centaine de mètres qu'elle entendit des pas précipités derrière elle. Personne aux alentours n'aurait pu s'aventurer dans les montagnes, alors la jeune fille fut véritablement effrayée et décida de retourner au village. Mais elle fut arrêtée. Eh bien, c'est ennuyeux. N'aie pas envie d'écouter ce qu'on te dit, dit l'un d'eux en la jetant à terre. Ne sois pas vexée maintenant. Il ne veut pas d'ennui. Elena ne se souvenait plus de rien tandis qu'une pluie de coups de pied s'abattait sur elle. Décidant qu'ils en avaient assez, les hommes abandonnèrent la fille ensanglantée sur la route et disparurent. Heureusement, le cœur d'une mère lui a dit que quelque chose n'allait pas. Elle s'est réveillée en sursaut, a sauté du lit et a couru dans la chambre de sa fille. Le lit était vide, les couvertures intactes, sa fille n'était pas couchée. La femme se précipita dehors. 2 routes partaient de leur petite maison en périphérie, l'une vers le village, l'autre vers les montagnes. Il était peu probable qu'Elena soit allée au village, mais enfreindre l'interdiction de sa mère et se diriger vers les montagnes était tout à fait possible. La femme courut le long de la route et trouva bientôt sa fille battue sur le bord de la route. Elena. Ma chère. Que s'est-il passé? Comment cela a-t-il pu arriver? La fillette respirait à peine, alors sa mère est vite rentrée chez elle et a couru chez les voisins les plus proches. Ils avaient un vieux pick-up qui pouvait emmener la fillette en ville. Sans poser de questions inutiles, le voisin a rapidement démarré le moteur et est allé chercher la fillette. Après avoir soigneusement installé Elena à l'arrière, il s'élança sur la route, tirant le maximum de sa vieille voiture. À l'hôpital, Elena fut rapidement emmenée en salle d'opération. Quelques heures plus tard, un médecin fatigué se présenta auprès de la mère, qui priait avec ferveur pour le rétablissement de sa fille. Donna Martinez, votre fille vivra. Elle devra passer un certain temps à l'hôpital, mais elle se rétablira. Elle a subi de sérieux coups, mais elle est jeune. Son corps va guérir. Merci, docteur. Et l'enfant? Il est vivant aussi, mais très, très faible. Il est né 3 mois prématurément. Ses chances sont très minces. S'il survit à la journée, nous pouvons faire quelques prédictions. Il est presque certain qu'il sera handicapé. Apparemment, l'agresseur a frappé la fillette à l'abdomen. Le bébé a souffert. Docteur, merci. Je prierai pour vous toute ma vie. On a conseillé à Donna Martinez de rentrer chez elle et de revenir dans 2 jours, lorsqu'on saura si des prédictions sont possibles. Je ne peux pas partir. Un voisin m'a amené ici et est reparti, et je n'ai aucune connaissance en ville. Mais on ne peut pas non plus rester à l'hôpital. Ce n'est pas une pension. Après réflexion, Donna Martinez s'est rendue à l'église pour prier pour la santé de sa fille et demander pardon pour ne pas avoir voulu saluer son petit-fils. Sa colère a provoqué les souffrances du bébé. La femme se reprochait d'avoir voulu le donner. Sa vie ne tenait plus qu'à un fil, et c'était entièrement sa faute. 2 jours plus tard, elle retournait à l'hôpital.
À ce moment-là, Elena avait repris connaissance. Cependant, la bonne nouvelle s'arrêtait là. Le garçon qu'elle avait mis au monde avait survécu, mais il était clair qu'il serait handicapé. Est-ce grave, docteur? Il est peu probable qu'il marche, parle ou mène une vie normale. Il est fort probable qu'il souffre d'un retard mental. C'est la punition pour mon péché grave, s'écria la femme, et je dois l'expier. Seule, la fille a pu rentrer chez elle au bout de 2 semaines. Elle s'est repliée sur elle-même et est devenue silencieuse. Désormais, elle-même ne voulait plus sortir. Elle savait qui avait envoyé ces scélérats et craignait que son ancien amant ne s'arrête avant de la tuer. 1 mois plus tard, le médecin les autorisa à prendre le garçon. Faible et petit, il ressemblait à un chaton fraîchement sorti d'une flaque d'eau. Il ne pleurait même pas, il gémissait légèrement, signe qu'il était vivant. Elena ne s'approcha pas de l'enfant. Elle était devenue comme l'ombre de l'Elena qu'elle était. Donna Martinez a essayé de persuader sa fille de tenir son fils dans ses bras, mais elle a obstinément refusé. « Maman, débarrasse-toi de ça. Je ne veux pas le voir. Ce ne sera pas un humain. Juste une parodie pathétique. Je ne veux pas le voir. Mais c'est ton fils. Tu voulais le donner. Qu'il le prenne. Ou alors, personne n'a besoin d'un handicapé? Alors, confiez-le à un orphelinat, jetez-le à la porte de son père. Faites ce que vous voulez. Je m'en fiche. Je l'ai appelé Miguel, comme ton père. Pourquoi? Papa était un vrai homme. Fort, honnête. Et lui? Deviendra-t-il un jour un homme? Je ne te force pas à l'aimer, mais tu devras l'accepter. Je l'élèverai moi-même. Dieu m'a puni pour mon insensibilité et mon orgueil. Maintenant, Miguelito est ma croix. Maman, tu as 65 ans. Tu ne pourras pas supporter une personne handicapée. Je l'élèverai aussi longtemps que j'en aurai la force. Et ensuite, comme Dieu le voudra. La rumeur selon laquelle Elena avait donné naissance à un enfant malade se répandit bientôt dans le village. Heureusement, à ce moment-là, le père du garçon était déjà parti, le projet de construction de la route ayant été suspendu Sindai. Les jeunes familles commencèrent peu à peu à quitter le village en quête de travail et d'une vie meilleure. 3 ans passèrent. Comme les médecins l'avaient prédit, le petit Miguel ne pouvait ni marcher ni parler. Mais c'était un garçon incroyablement attentif et intelligent. Heureusement, son cerveau n'a pas été endommagé. Il maîtrisa rapidement toutes les compétences nécessaires. Sa grand-mère passait des journées entières avec lui, tandis qu'Elena ne lui lançait que de temps en temps un regard haineux. Sans lui, ma vie aurait été différente. Il est responsable de tout. Miguel est un enfant innocent qui a souffert à cause de la bêtise de sa mère et de la cruauté de son père, disait la grand-mère. Je ne peux plus vivre ici et survivre avec les misérables sous que j'ai réussi à gagner. J'ai décidé de partir au Mexique. Personne ne me connaît là-bas. Je vais commencer une nouvelle vie. Et nous? Et ton fils? Comment survivrons-nous? Je t'enverrai de l'argent, quand je serai tranquille, je t'emmènerai à moi. À ce moment-là, Elena a probablement cru à ce qu'elle disait. Mais elle n'a pas pu tenir sa promesse. Elle s'installa à la capitale, trouva un emploi. Peu après, elle se remaria et donna naissance à 2 belles filles. Elle ignora à son mari que sa vieille mère et son fils malade vivaient dans la nature. Au début, elle envoyait régulièrement de l'argent. Cela suffisait à couvrir toutes ses dépenses et elle parvenait même à économiser un peu. Cependant, après 7 ans, les transferts sont devenus moins fréquents, jusqu'à cesser complètement. Pendant un temps, Donna Martinez essaya de vivre avec l'argent qu'elle avait économisé. Le voisin, propriétaire du pick-up qui avait emmené Elena à l'hôpital cette nuit-là, partageait parfois les légumes de son jardin avec la vieille dame. Mais le jour où elle pourrait sombrer dans la pauvreté absolue n'était pas loin. Elle décida de vendre tout ce qui avait de la valeur dans la maison. Elle décida de ne laisser que le fusil qui appartenait à son défunt mari. Depuis sa mort, personne n'avait touché à cette arme. Il était accroché au mur de la chambre d'Elena, qui appartenait désormais à Miguel. La vieille dame ne pouvait se résoudre à s'en séparer. Voici la traduction.
Un voisin l'emmena en ville où elle vendit tout ce qu'elle avait amassé de valeur au cours de sa vie. C'est là que Rico et Carlos la remarquèrent alors qu'ils scrutaient la population à la recherche d'une proie facile. La vieille femme qui était entrée chez le prêteur sur gage avec un paquet et en était repartie les mains vides semblait une proie facile. Ils remarquèrent qu'un homme l'avait amenée dans une vieille voiture. Il la récupéra également après un certain temps. En les suivant, les bandits découvrirent que la vieille femme vivait seule à la périphérie du village, où il ne restait pratiquement plus d'habitants. Une proie parfaite, non? Je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'on ne devrait pas attendre. On devrait aller voir la vieille ce soir. Les voyous ricanèrent. S'ils avaient su qui ils allaient rencontrer chez la vieille femme, ils y auraient réfléchi à 2 fois avant d'attaquer. Lorsqu'ils firent irruption dans la maison, Miguel dormait, mais il se réveilla dès qu'il entendit leur voix. S'emparant du pistolet accroché au mur, l'homme se laissa glisser silencieusement hors du lit. Les voleurs entendirent un bruissement et décidèrent d'en vérifier la source. Lorsqu'ils aperçurent le canon du pistolet, ils marquèrent un temps d'arrêt et hésitèrent. Cela suffit à Miguel pour tirer presque à l'aveuglette. Un coup de feu retentit, suivi d'un bruit de glouglou. Miguel toucha l'un des agresseurs au cou. Le deuxième a décidé de ne pas attendre son tour et s'est précipité hors de la maison. Réveillé par le coup de feu, un voisin s'est précipité hors de la maison et a aperçu un homme qui sortait en courant de chez la vieille dame. Heureusement, le voisin a réussi à arrêter le criminel et à le remettre à la police. Après avoir vécu un tel choc, Donna Martinez est tombée malade et a été hospitalisée. L'adolescente a été recueillie par des voisins qui l'ont adoptée après le décès de sa grand-mère.